Voilà, là, cette fois-ci, je ne vais pas mettre de musique. Je vous laisse écouter simplement le chant des oiseaux. Il commence à y avoir pas mal d'oiseaux en ce moment. Bah, c'est bien, ça change. Faut casser un peu les habitudes. Allez, bon, c'est reparti. Ça monte, c'est pour ça que je suis essoufflé là. Je fais une pause, ça monte. Ouais. Ma belle, si je me casse pas la gueule, hein, si je me casse pas la gueule aujourd'hui, je me casse la gueule demain. Hein. C'est meilleur là. Oui, c'est meilleur. Alors, première chose, information à vérifier, mais les Européens, donc ça peut être que la France, l'Allemagne, éventuellement l'Angleterre, auraient proposé de fournir des missiles longue portée à l'Ukraine de façon à ce qu'elle puisse toucher le cœur de la Russie. C'est ce qu'un ami m'a confié, il a vu passer cette information. Comme toujours, à vérifier, hein, je ne certifie pas, à vérifier. Et si tel est le cas, on va donner les moyens à l'Ukraine, enfin l'Ukraine et nos troupes, certains éléments aussi appartenant peut-être à notre armée sont déjà sur place, sont certainement sur place, des forces spéciales pour opérer ce genre de tir si toutefois ça doit se faire. En tous les cas, on imagine que s'ils livrent des missiles longue portée, c'est pour atteindre des structures, des usines peut-être de fabrication d'armes ou des choses comme ça, en tous les cas de toucher des points névralgiques de la Russie. Alors, Lavrov aurait dit que c'était la ligne rouge, mais c'est pas la première fois que les Russes disent que les Occidentaux franchissent la ligne rouge, donc cette ligne rouge, elle est toujours brandie, mais il ne se passe rien. En tout cas, apparemment, il ne se passe rien. Ça, on n'en sait trop rien non plus. Si les Russes ne sont pas à l'œuvre chez nous d'une manière discrète, mais active. En tous les cas, bon, bah là, si tel est le cas, je pense qu'il est difficile d'envisager une résolution diplomatique si vraiment on commence à lancer des missiles de notre fabrication sur le territoire russe. Je pense que les Russes ne vont pas se laisser bombarder comme ça gratuitement sans réagir. Et c'est là que les atteignir s'atteignir, c'est là qu'on va voir si un déclenchement de guerre va être officialisé entre nous et les Russes. Bon. Alors, j'ai vu passer des messages où certains disent oui, on croirait que vous le souhaitiez. Non, non, je ne souhaite pas du tout la guerre, au contraire, j'aimerais vraiment que tout le monde se fédère pour éviter cette guerre, parce que c'est de la folie de souhaiter une guerre. C'est de la folie. On n'a pas idée des conséquences que ça peut avoir sur en termes de souffrance, de choc, de sidération et de chaos que cela pourrait provoquer dans un pays comme le nôtre, qui est très fragilisé, individualiste, etc. Vous n'imaginez pas le chaos, en plus avec toutes les racailles qui peuplent les banlieues, ça va être un tel bordel que ça peut être vraiment Mad Max très rapidement en France. Donc, et puis les Russes pourraient très bien activer ce type de situation chez nous, les encourager par des éléments infiltrés. C'est pas exclu non plus. Donc c'est vraiment pour nous affaiblir, bien sûr. Donc c'est vraiment pas une chose qu'on doit souhaiter. Mais le fait d'en parler, ce n'est pas le souhaiter, mais le fait d'en parler, c'est presque pour exorciser cette possibilité. C'est le fait d'évoquer cette question, c'est pour la faire reculer cette perspective. En tous les cas, espérons, mais c'est rien, c'est une petite goutte d'eau, le fait de parler sur une caméra, c'est rien, mais ça provoque chez certains une forme de contre-offensive
contre-offensive intérieure qui a déjà sa qualité. Si les gens se mettent à penser contre la guerre, quand je dis penser, ça peut être prier, etc., ça peut entraîner, si vous voulez, en tous les cas, une partie de la population, et chacun jouant son rôle, comme moi, comme d'autres, par des médias interposés pour essayer de faire reculer cette échéance. Parce que peut-être qu'un jour, on va finir par organiser quelque chose de conséquent en termes de manifestation pour justement obtenir une solution diplomatique entre la France et la Russie, voire espérer que la France sorte de l'OTAN, mais ça, il faut que le peuple le désire, le demande, et fasse pression pour qu'on sorte de cette impasse dans laquelle on risque de tomber et qui serait vraiment fatale pour tout le monde, qui serait une véritable catastrophe. Pour nous, alors que d'autres y sont déjà dedans, dans la guerre. Et donc, le tout, c'est d'avoir des indices qui nous permettent aussi d'avoir une échelle, d'avoir, si vous voulez, un étalon qui nous permet de savoir à quelle échelle nous en sommes dans cette progression de risque de rentrer en conflit avec la Russie. Il y a des indices. Il y a des indices, il y a des éléments qui nous arrivent et qui marquent, si vous voulez, certaines étapes d'un éventuel conflit. Alors, maîtrise de l'information, ça fait partie des éléments qu'il faut surveiller. Si on voit que l'information est de plus en plus contrôlée et que la censure se met en place, ça veut dire que l'État, progressivement, on n'est pas en état d'urgence, mais l'État se prépare et commence à activer tous les barrages possibles et imaginables à la libre circulation de l'information. De toute façon, en temps de guerre, c'est une guerre de propagande. Il faut mobiliser les troupes, il faut mobiliser la population, il faut lui inventer un narratif auquel il adhère, comme pour le Covid. Et donc là, on va fatalement organiser une montée en puissance de la population, un sentiment anti-russe, anti-Poutine, et on va l'alimenter par des faits divers pour que la population soit imbibée et conditionnée d'une haine contre les Russes, contre le régime de Poutine. Déjà, il va y avoir cette propagande, mais qui va être renforcée. C'est déjà le cas, mais là, elle va être renforcée par différents éléments pour que la population soit manipulée dans un sens où elle adhère au narratif officiel de l'Europe qui veut rentrer en guerre contre la Russie. On ne va pas du tout explorer les voies diplomatiques ni les pistes diplomatiques, et on ne va même pas revisiter les occasions diplomatiques manquées entre l'Ukraine et la Russie pour obtenir une paix. Tout cela, on va effacer, on va favoriser un seul narratif et on va surveiller tous les réseaux sociaux, toutes les plateformes, et on va leur demander de sanctionner toutes les paroles qui vont diverger par rapport à ce narratif officiel. Ça, c'est un critère qu'on est déjà un pied dans une future guerre. Pourquoi? Parce qu'on prépare les esprits toujours avant la guerre. On conditionne les gens. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on va voir aussi peut-être apparaître des encouragements pour la jeunesse, des encouragements à se mobiliser et à s'enrôler dans l'armée. Si on voit que l'armée recrute d'une manière plus importante que ce qu'elle n'a fait jusqu'à présent, si on voit qu'il y a un recrutement de masse qui est organisé et qui a une cible, c'est donc la jeunesse, qu'on commence à changer de discours en parlant de la France, de patrie, de tout ça, parce que ils peuvent très bien changer leur discours, même les gauchistes et tout, le gouvernement, ils dénigrent la France, tout ça, mais ils peuvent très bien s'accorder avec un narratif qui plairait à la droite, curieusement, mais qui serait simplement un subterfuge pour endoctriner les jeunes. Et pour endoctriner les jeunes, il faut leur parler avec... il faut reprendre les valeurs d'autrefois qu'on mettait en avant
pour enrôler les jeunes dans une guerre. Donc on va remettre en avant l'esprit patriotique, on va remettre en avant des valeurs traditionnelles telles que l'amour de la France, l'amour de sa patrie et tout ça. Si on voit que ce narratif prend forme et qu'il est même encouragé, qu'il est encouragé à travers des médias et des influenceurs qui sont proches du gouvernement de façon à mobiliser les jeunes vers une forme de patriotisme, si on sent que ce tournant est en train d'être pris, ça veut dire qu'on va vers une forme de mobilisation de la jeunesse et donc un enrôlement de cette jeunesse et qu'on prépare cette jeunesse à un conflit armé. Mais on commence à déjà le conditionner mentalement par rapport à certaines valeurs. Et on peut très bien, c'est une propagande qui peut très bien être mise en œuvre et qui serait un trompe-l'œil pour la droite qui, elle, se féliciterait que certaines valeurs traditionnelles reviennent, mais ce serait un trompe-l'œil juste pour entraîner cet implément. Ça serait juste un outil de propagande pour entraîner les jeunes et les mobiliser en termes d'armée pour justement les enrôler et les encourager à se mobiliser justement dans l'armée pour aller faire la guerre, peut-être pour commencer en Ukraine. Parce qu'en Ukraine, ils vont manquer d'hommes. Ils vont manquer d'hommes et il va falloir recruter peut-être à travers l'Europe pour justement envoyer des soldats sur le terrain ukrainien. Il n'est pas exclu que la guerre se fasse pour l'instant en terrain ukrainien. Il n'est pas exclu qu'elle se fasse en territoire ukrainien et que pour l'instant on ne soit pas directement touché en France, en Allemagne et que ça se passe pour l'instant sur le terrain ukrainien. C'est une hypothèse qui peut être très bien, qui peut être validée en tous les cas. Alors ensuite, vous avez le rôle des influenceurs. Alors, on va prendre le cas d'un influenceur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Thibaut. Thibaut, et puis je sais pas, derrière, il y a un nom spécial. C'est Thibaut, c'est un influenceur qui a 15 millions d'abonnés. Alors, vous voyez, moi, avec mes 26 000, peut-être 26 000 demain, 26 000 exact, peut-être dimanche, eh bien, cet influenceur, il est classé à droite. C'est un gars qui fait de la musculation, vous le connaissez. C'est Thibaut. Si vous marquez Thibaut, vous trouverez. C'est un gars qui a plutôt un profil de droite, mais qui est proche du gouvernement, qui est proche des forces de l'ordre, qui est proche de l'armée, qui joue un rôle évidemment comment dire, c'est un instrument qui est piloté certainement par le pouvoir et qui plaît à la droite, qui plaît aux jeunes de droite et qui est critiqué par des jeunes gauchistes, écolos, tout ça. Mais ça, le gouvernement peut très bien jouer sur plusieurs plans et il peut très bien encourager ce type de profil qui n'est jamais transgressif, qui est le bon petit soldat, le bon petit citoyen, qui fait sa musculation, qui mange correctement, qui fait son sport, qui se comporte correctement dans la vie, qui est gentil avec les personnes âgées et tout ça. Voilà. Image d'Épinal, d'une droite un peu gnangnan, la petite droite moraliste, vous savez, qui plaît bien, quoi. Voilà. Et ça, le gouvernement, à mon avis, peut se servir de ce type d'individus pour faire passer un message auprès des jeunes qui sont bien éduqués, voilà, il y a encore une jeunesse chez nous qui se tient bien, qui est bien éduquée, et il pourrait être très bien utilisé comme outil de propagande pour enrôler les jeunes dans l'armée, c'est-à-dire les inviter à se battre pour leur pays. Et là aussi, il faut surveiller cet influenceur dans son discours ou dans les messages qu'il va passer. Et si ce garçon commence à parler de patrie, de défendre son pays, s'il commence à critiquer la Russie, s'il commence à avoir des positions par rapport à la géopolitique, et pour l'instant ce n'est pas le cas, mais s'il commence à parler de nos ennemis, des Russes, etc., on peut par là même, si vous voulez, avoir discerné chez lui des indications qui nous feraient apercevoir qu'on est là parti aussi vers ce type de plan qui consisterait à mobiliser une certaine jeunesse de France, pas toute la jeunesse, mais une certaine jeunesse de France, de les mobiliser mentalement,
avec une morale derrière, avec des influenceurs qui ne seraient que des relais pour justement encourager une mobilisation et donc un engagement dans une armée qui va avoir plus de moyens pour les former et pour les envoyer éventuellement en Ukraine si vraiment le terrain de bataille reste circoncis en Ukraine. Ce qui est une hypothèse, mais voilà un peu le scénario qu'on peut envisager. Alors ça, pourquoi j'en parle? Parce que c'est pour que nous préparions. C'est pour que les gens qui sont un peu plus... C'est comme pour le Covid et c'est comme pour le pic-pic. On a vu venir et on s'est dit, on se prépare. On se prépare éventuellement nous-mêmes à avoir une stratégie par rapport à ce plan qui semble être mis progressivement en place. Ce qu'il faut, c'est repérer les étapes de mise en place de ce plan à travers nos médias, à travers des influenceurs et à travers des indices qui nous disent où on en est dans ces étapes. Parce que se situer dans l'étape du plan, c'est important pour nous, pour prendre des bonnes décisions à un moment voulu. Parce qu'après, il sera trop tard. Je vous prends un exemple pour être encore plus clair. Quand il y avait des éléments quand il y a eu la crise sanitaire et quand il y a eu la crise et la politique sanitaire, il y avait des indices, il y a eu beaucoup d'injonctions contradictoires, des contradictions, des incohérences, mais ensuite on a vu progressivement se mettre en place un certain plan coercitif auquel beaucoup de gens ne croyaient pas. Je me souviens quand on disait qu'on allait suspendre et qu'on allait obliger une certaine catégorie professionnelle à se faire pic-pic, certains disaient mais non, jamais, j'en ai entendu qui disaient comme ça, non, ils n'oseront pas aller jusque-là, ils n'oseront pas aller jusqu'à suspendre pour longtemps des salariés parce qu'ils ne sont pas pic-pic. Ils ont suspendu et ils ont mis les gens, et ils ont suspendu et les gens qui ont été suspendus se sont retrouvés sans ressources. Pourquoi il fallait être attentif à cette époque-là? Et je l'étais. Pourquoi il fallait être vigilant à cette époque? Et je l'étais, parce que c'est ma nature d'être prudent, méfiant et d'essayer d'anticiper les choses. Eh bien, ceux qui ont détecté ces possibilités-là, c'est-à-dire qu'on était sur le point négatif, on disait qu'ils étaient négatifs, on leur reprochait d'être négatifs à ces gens qui voyaient avant les autres, qui discernaient avant les autres. Eh bien, ces gens-là qui ont vu venir, qui ont cru avant les autres, qui auraient effectivement une politique coercitive vis-à-vis de certains soignants, même administratifs dans les hôpitaux, tout ça, eh bien, ceux qui ont vu venir le coup avant les autres ont anticipé, se sont organisés pour faire face à cette éventualité qui n'était pas encore validée. Et donc, beaucoup se sont mis en arrêt maladie, ce qui leur a permis d'éviter la suspension en longue maladie pour dépression, ce qui leur a permis de conserver un revenu en tant que malade et donc de ne pas se retrouver en culotte courte du jour au lendemain comme les suspendus sans aucun revenu. Les suspendus sont ceux qui n'ont pas anticipé. Ceux qui ont anticipé, soit ils ont prévu leur coup en se faisant arrêter, soit ils ont fait un faux pic-pic. Ils ont pris les précautions pour s'organiser pour voir qu'ils pouvaient faire un faux pic-pic. Ça aussi, ça a été une bonne stratégie. Parce que le but, c'est pas d'être suspendu et de ne plus avoir de revenus, vous voyez. C'est d'anticiper, de s'adapter, de façon à supporter parce que le but, c'est pas de rester sans manger et de crever de la dalle, comme beaucoup se sont retrouvés. Le but, c'était d'anticiper. Et là, c'est un peu la même chose, mais on n'a plus affaire à ça. On a affaire à quelque chose de beaucoup plus grave, qui est ce qu'on appelle une guerre. Une guerre, ça veut dire que vous allez avoir des contraintes, vous allez avoir vous allez avoir évidemment des contraintes au niveau de la consommation, une économie de guerre, telle que réclame Schulz, le chancelier allemand. Une économie de guerre, ça veut dire que vous êtes dans un autre registre, ça veut dire que vous allez avoir des rations, que vous allez être rationné concernant votre essence, votre alimentation, votre électricité, tout. Et donc, il faut déjà être conscient qu'on risque demain d'être rationné. Le dire et le prévoir, c'est anticiper. Ça aussi, c'est important, de voir que ça peut arriver. D'autre part, qui dit économie de guerre dit difficulté économique, dit
grosses difficultés économiques. Donc là aussi, il faudra voir quels seront nos moyens d'échange, qu'est-ce qu'on pourra échanger en cas de crise, si on a besoin vraiment, si on a la dalle et qu'on n'a rien à bouffer, qu'est-ce qu'on a échangé, tout ça, on peut y réfléchir. Mais au-delà de ça, et c'est le plus important, c'est la mobilisation des jeunes et des enfants. Alors je ne parle pas des enfants, je parle des jeunes, à partir peut-être de 18 ans, de la majorité, quoi. Alors si, et c'est là que je parle pour les parents, moi je ne suis pas parent, je n'ai pas de souci de ce côté-là, mais si vous avez des enfants et que vous anticipez et que vous voyez venir une éventuelle mobilisation de vos enfants pour aller mourir pour Zelensky, j'imagine que ceux qui sont un peu éveillés, il y a les cons et ceux qui ne voient rien venir, bah, tant pire pour eux, qu'est-ce que vous voulez, c'est la rançon de l'ignorance et de la bêtise. C'est normal de payer quand on est con. Et c'est normal de se faire avoir quand on ne réfléchit pas et quand on ne pense pas. On est là sur Terre pour penser, réfléchir et observer ce qui se passe autour de nous. Si on vit dans son bocal sans aucune réflexion, il ne faudra pas s'étonner qu'on soit pris dans un piège qu'on nous tend et qu'on tombe les deux pieds dedans comme certains sont tombés avec le pic-pic. Parce que comme le pic-pic, il faut les réfléchir, il faut les bien anticiper et bien comprendre quel était l'enjeu. Ben là c'est la même chose, sauf que il est question de la vie de vos enfants. Donc là, si tel est le cas, si vous sentez que dans le pays, il commence à y avoir cette politique, et je vous ai donné les indices, c'est-à-dire des influenceurs, les médias, tout ça. Si tout le monde commence à avoir ce narratif patriotique, si on commence à faire de la publicité pour engagez-vous dans l'armée, tout ça. Si on voit que les spots, à la télévision, il y a beaucoup de spots, tout ça. Si on voit que l'affaire prend de l'ampleur, ça veut dire que vous allez être coincé, que vos enfants ne pourront plus partir à l'étranger. Que pour le coup, vous verrez, il y aura un contrôle des frontières. Il n'y aura pas un contrôle des frontières pour les racailles qui rentrent, mais il y aura un contrôle des frontières pour les Français qui veulent aller à l'étranger pour éviter d'être mobilisés. C'est ce qui risque d'arriver. Donc il ne faudra pas vous étonner le jour où ça va arriver. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Anticiper, s'organiser pour justement échapper à cette destinée qui sera fatale si toutefois vous êtes coincé. Parce que si vous vous retrouvez en Ukraine mobilisé, je peux vous dire que je ne donne pas cher de votre vie. Vous reviendrez abîmé, estropié, vous serez handicapé à vie, voire décédé évidemment. Parce que la guerre, c'est ça. C'est beaucoup de blessés, beaucoup d'handicapés à vie et beaucoup de malheurs qui retomberont bien entendu sur toute la famille, parce que toute la famille évidemment subira ce drame. C'est pas rien une guerre, vous savez, c'est pas qu'un soldat qui tombe. De loin, vous croyez que c'est un soldat, oui, il est blessé, il lui manque un bras, tout ça. Mais toute la famille autour est concernée, ça touche toute la famille, ça touche les proches, donc ça a un soldat qui est blessé, ça a des répercussions énormes sur le moral de la famille, sur le moral de la population, etc. Donc, on a perdu le sens de tout cela, on s'est éloigné de ces questions-là. Et on n'a pas idée de ce que peut être une guerre. Évidemment, on n'a pas idée parce qu'on ne l'a pas vécu. Mais il faut qu'on fasse l'effort de se reconditionner soi-même et même de lire un peu des livres sur ceux qui ont vécu la guerre pour nous plonger dans cette hypothèse-là de façon à prendre les bonnes décisions. Parce que si on prend l'exemple des Juifs, vous savez, quand il y a eu Hitler qui est arrivé au pouvoir, les Juifs, je le dis toujours, mais c'est important parce que c'est un Juif qui me l'a dit. C'était un pote qui était à la préfecture de police et il me disait, tu sais, il y a il y a les optimistes qui sont restés en Pologne et qui sont restés en France pour certains et qui ont fini dans les camps de concentration. Et il y a les pessimistes qui se sont tirés aux États-Unis et qui sont toujours en vie et qui ont même fait des belles carrières pour certains. Donc vous voyez, c'est ça le truc. C'est qu'en réalité, ceux qui ont pensé, qui ont réfléchi et qui ont été pessimistes ont eu raison par rapport aux optimistes BA qui ricanaient certainement par rapport aux autres qui étaient pessimistes. Parce que l'optimiste, en général, il ricane du pessimiste, il se fout de sa gueule. C'est le ricanement de l'imbécile. Et les optimistes sont souvent très cons parce que ils sont dans l'instant, ils sont dans un présent illusoire. Ils n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir, ils n'arrivent pas
à englober, si vous voulez, le monde réel tel qu'il est. Donc ils sont dans une espèce de bulle dans laquelle ils sont bien, ils sont contents, puis un jour cette bulle elle explose, vous savez, et puis d'un seul coup la réalité se met face à eux. Et après ils sont sidérés évidemment, ils ricanent plus après, évidemment. Donc voilà un peu ce qui... Ça me semblait important vis-à-vis de vous de décortiquer tout ça dans la conjoncture où nous sommes. Nous sommes dans une conjoncture que nous devons prendre au sérieux. On ne doit pas rire avec ça. On ne doit pas prendre ça à la légère. C'est très sérieux. C'est prioritaire. C'est la priorité des priorités de s'inquiéter de ces questions, de s'y attacher, d'observer tout ce que l'on est, tout. Et puis utiliser nos réseaux. Vous avez, moi à travers ma chaîne, vous à travers vos connaissances, les militaires, les gens qui sont dans le renseignement, tout ça. On a tous des gens qui sont... On sait qu'on peut toucher des gens qui sont bien informés, qui peuvent nous alerter. Ça, c'est très important, d'avoir des réseaux autour de nous qui nous interpellent avant même que ce soit trop tard. Parce que si quelque chose de très très sérieux nous arrive, eh bien, parce que si on est impliqué dans un conflit à cause de Macron, je peux vous dire que lui, Macron, va s'en sortir. Il paraît qu'il n'est pas pic-pic. Déjà, il aurait déjà, d'après la salle, il ne serait pas pic-pic. Donc ça veut dire qu'il savait qu'il y avait un poison dedans. Et donc, croyez-moi, ces gens-là, s'il y a un conflit militaire, ce ne seront pas eux qui seront au front. Hein, c'est pas, et ni leurs enfants. Ça, il faut que vous soyez bien conscients. Ce ne sont pas les enfants de ces gens, ils n'ont pas d'enfants, me dirait Macron, mais je parle des autres qui participent au gouvernement. Ils ne seront pas au front, ils seront à l'abri dans des hôtels 5 étoiles, même s'ils sont à l'étranger, ils seront toujours bien. Comme les gens du Hamas au Qatar, là, qui étaient dans des... Pendant qu'il y a la guerre, ils sont dans des hôtels 4 étoiles au Hamas et tout va bien. Donc on voit bien que ces gens-là sont jamais dans la merde, sont jamais au front, et c'est vous, vos enfants, qui iront. Donc c'est intéressant que vous vous préoccupiez un peu de ce qui va vous arriver et éventuellement de ce qui va arriver à vos enfants. Il faut que nous continuions. En fait, sachez d'une chose, c'est que la crise sanitaire, même si ça a été une épreuve, pour nous, ça a été un exercice. Ça a été une forme d'exercice qui nous préparatif. Ça nous prépare à d'autres circonstances qui vont être plus dures à vivre que ce que nous avons vécu pour la crise sanitaire. Mais la crise sanitaire, la pandémie, tout ce qui s'est passé a aiguisé notre discernement, nous permet de mieux saisir où ils veulent nous amener, où ils veulent nous conduire. Et quand on décode vraiment le plan, quand on décode Davos, quand on décode la réinitialisation, quand on décode l'eugénisme, quand on décode tout cela, eh bien, ça nous permet, nous, d'anticiper, de nous préparer et de prendre les dispositions qui seront nécessaires le temps voulu. Voilà un peu, en résumant, en synthétisant, ce que je voulais vous dire. Alors, petit détail en passant, vous savez, j'ai mis la casquette noire. Alors ça, c'est la casquette des gilets jaunes. Pourquoi? Parce qu'elle est renforcée par une coquille. Il y a un plastique. Et donc j'avais acheté ça parce que quand on était avec les gilets jaunes, comme les gendarmes ou les CRS canardaient des projectiles de gaz lacrymogènes, on avait les coques qui retombaient. Il y avait des pièces métalliques qui retombaient sur les manifestants, et ces pièces parfois tombaient sur la tête et en blessaient quelques-uns. Donc on s'était équipé, donc c'est des casquettes de chantier, je dirais. Je crois que ça se trouve dans les bricoramas, des choses comme ça. Et donc l'avantage de ça, c'est que si on touche quelque chose, si quelque chose tombe sur notre tête, on n'est pas blessé. C'est le gros avantage d'avoir ce type de protection. Alors voilà ce qu'on avait. Et on avait des lunettes, et on avait des masques, on avait contre tout, le gaz et tout ça. Enfin, on était équipés à l'époque, on s'était équipés. Il faut s'équiper en fonction du contexte dans lequel on se retrouve, si on ne veut pas être blessé. Donc ça, c'est un petit clin d'œil pour la période gilet jaune, voyez. Puis la casquette, vous voyez, elle est restée intacte. Elle n'a pas bougé. Peut-être qu'elle pourra servir si on y retourne. On verra. Voilà. Bien, voilà, c'était tout ce que je voulais
vous dire pour aujourd'hui. Je sais que c'est pas très encourageant, mais j'essaye de varier un peu les distractions sur ma chaîne pour que on ne soit pas toujours dans un côté sombre et comment dire, et pessimiste. Voilà, j'essaie d'aérer un peu la chaîne avec des petits clins d'œil gentils et mignons pour alimenter et nous nourrir de choses plus fraîches qui sont nécessaires aussi à la vie. On ne va pas se nourrir que de choses un peu difficiles. Et donc, le volet, peut-être que je pensais au début attaquer le volet spirituel, mais finalement non, ça sera pour une autre fois. Je voulais parler du carcan, de la morale, de la culpabilisation dans l'Église qui a marqué énormément l'Église. Je m'en aperçois en relisant les textes, tout ça. Je m'aperçois qu'il y avait vraiment aussi on tenait le peuple d'une certaine manière. En fait, il y a une déformation du message. S'il y a un message, il est déformé. Et ça, je voulais l'aborder aujourd'hui, la déformation que l'Église a fait du message spirituel, c'est-à-dire du message initiatique. Initier, c'est conduire et éveiller en nous l'âme qui dort en nous. C'est éveiller l'enfant qui dort en nous. C'est sortir de notre de ce mental qui nous habite pour s'ouvrir en tous les cas à un autre type d'attitude. Bon, l'initiation joue ce rôle-là. L'Église aurait pu avoir les clés en tous les cas pour ça. Mais je vois qu'elle est je vois très bien, surtout en ce moment, alors qu'on est en carême, je vois à travers les textes qui nous sont proposés, textes traditionnels, hein, elle insiste énormément sur la culpabilisation de l'homme pécheur, l'homme pénitent. Et ça, je regrette, mais ce n'est pas comme ça que la pénitence est une conception, est une forme de joug qu'on impose à l'homme et qui le brise. C'est pas en culpabilisant les humains qu'on obtient un éveil. Au contraire, c'est une autre manière de dominer l'humanité, de la conditionner, de la canaliser. Et je pense malheureusement que l'Église a contribué à canaliser, si vous voulez, l'humanité et à la soumettre. Et ça, je le vois à travers les textes. Il y a une déformation du message par rapport au message évangélique qui n'a jamais été comme ça. Jésus n'a pas culpabilisé, il n'a pas joué sur la culpabilité. Ça n'avait rien à voir. C'est en cela où on retrouve à travers l'Évangile une forme de texte révolutionnaire, puisque l'Évangile normalement doit être le texte initiatique par excellence. Et l'Église a complètement tourné et presque, c'est comme un plat qui a tourné, vous savez, elle a changé ce plat en un plat presque amer où on jouit dans une forme d'esprit de culpabilisation, d'esprit de pénitence. C'est comme ça qu'on a eu des déformations comme le jansénisme, tout ça, où les gens se frappaient, mettaient des ceintures pour se faire mal. Enfin, c'était absolu, c'est une pathologie c'est une pathologie qui est née du christianisme. Et malheureusement, cette déformation-là, elle a marqué beaucoup d'esprits. Je le vois dans les commentaires. C'est là où on s'aperçoit que, effectivement, tel que l'enseignement est fait, même traditionnel, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Et c'est pas comme ça que l'humanité va s'éveiller à la vérité, je dirais. Pas avec un esprit de culpabilisation, parce que nous sommes coupables de rien, en fait. Nous sommes des innocents, nous ne sommes pas coupables. C'est idiot d'imaginer que nous sommes coupables. Alors, nous ne sommes pas parfaits, bien entendu. Il y a des gens qui ont des tendances mauvaises, bien entendu. Mais nous ne sommes pas fondamentalement, si vous voulez, coupables d'être nés sur cette terre. Nous sommes simplement des voyageurs d'une dimension qui est très énigmatique. Et ce n'est pas dans la voie de la soumission, de la culpabilité que nous pourrons découvrir la vérité. C'est mon point de vue là aussi. Mais je voulais développer cet aspect-là à l'occasion d'une autre vidéo, j'y reviendrai parce que il faut que je m'explique sur ça. Il faut que je m'explique parce qu'il y a beaucoup de malentendus dans la religion et beaucoup de
on a travesti en quelque sorte le message du Christ, on a travesti, je crois, beaucoup de choses, et on a soumis un peuple avec des outils qui l'ont abîmé, qui ne lui ont pas permis d'évoluer, malheureusement. Ça explique bien des mouvements et des révolutions et tout ça aussi. C'est pour ça que ça mériterait d'être repris, toutes ces questions. En tous les cas, ce n'est pas le moment aujourd'hui, on aura le temps plus tard d'y revenir. On a des journées de tranquillité qui nous attendent. Donc si ça vous intéresse, on pourra à nouveau réaborder ces questions-là. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt.